À l'aube de leur carrière, 3 jeunes avocates bruxelloises défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées au cœur de la justice d'urgence, elles s'investissent corps et âme dans leur métier en naviguant dans les méandres de la machine judiciaire. Violences conjugales, placement d'enfants, hospitalisation forcée en hôpital psychiatrique, délits multiples et variés sont leur pain quotidien. Ce podcast vous amène dans les cabinets des avocates, où elles s'entretiennent avec leurs clients, d'audition en audition, et dans les tribunaux et salles d'audience du palais de justice. Ancien message sauvegardé. Je suis plus quoi David Laura là. Et je viens de trouver un fax là sur ma table là, disant comme quoi vous abandonniez votre mission, si vous appelez ça une mission, parce que franchement, vous ne connaissez même pas mon dossier. Même là, si quelques jours avant l'audience, moi je peux vous dire que votre réputation, je m'en occupais. Vous avez 27 ans, vous dites que moi je vous manque de respect, mais vous aviez mon avenir entre vos mains. Votre nom, je l'écris partout dans toutes les cellules. Vous connaissez pas votre boulot, retournez à l'école, espèce de connasse là. Mais même pas courageuse de décrocher le téléphone. Vous écoutez Commise d'office, épisode 1, Laura. Audience au tribunal de police. Pour vous résumer un peu les faits, le 19 août 2016, ma cliente a été victime d'un accident de la circulation. Laura, 27 ans, avocate depuis 4 ans. Nous avons essayé d'avoir un accord du fonds pour qu'ils interviennent, parce que le dommage n'est pas encore évalué, elle a encore des séquelles depuis l'accident. Et donc le 15 juillet 2019, le fonds refuse d'indemniser. Est-ce que ce second certificat d'incapacité est lié avec l'accident, pas lié ? Moi, j'ai demandé d'avoir des documents de ma cliente. Après, malheureusement, comme vous le savez, c'est toujours difficile de récupérer tous les documents de quelqu'un. Moi, je me base sur ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle a encore des séquelles. Pour moi, c'est important de défendre des clients qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. C'est un choix. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas bien rémunéré. Mais je le fais par conviction. C'est mon côté Robin des Bois. C'est bon pour mon karma. Oui, bonjour, j'essaie de joindre le cabinet de Madame Anne Gruet. Est-ce que vous pourriez me transférer chez son greffier, s'il vous plaît? Mais je vois que son greffier n'est pas joignable pour l'instant. Ah, c'est embêtant ça. Vous savez si... Je vais encore une fois essayer. Oui, ça va, merci. Ah, c'est encore moi. Pour Madame Anne Gruet. Sinon, je vous transfère avec la direction. Éventuellement, oui. Peut-être eux, ils savent. Ça va, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez vous mettre là. Stéphanie, c'est la stagiaire d'observation qui va, si ça vous convient, elle va suivre la réunion. Comme ça, elle voit comment ça se passe. Mais elle dira rien. On a regardé ensemble, parce que dans le BR 10, blablabla, il y a un nom, mais c'est pas la bonne date de naissance, donc en fait, c'est pas vous. Donc moi, ce que je vais leur dire, c'est qu'ils sont bien gentils, mais ils ont cité la mauvaise personne, et que ceci, il faut que vous soyez acquittés pour ça. Et le cash qu'on avait retrouvé sur vous, j'ai encore l'extrait de compte pour montrer que vous l'aviez retiré, et donc que c'est pas anormal d'avoir plus de 500 €, vu que la veille, vous aviez retiré 600 €. Donc, je veux dire, l'origine, elle n'est pas illicite, et c'est pas une vente de stupéfiants. En fait, ce que j'essaye de démontrer par là, c'est que si on leur montre que votre téléphone, effectivement, vous venez de l'acheter, vous n'avez pas eu le temps de transférer, que vous aviez beaucoup d'argent, mais que vous aviez retiré de l'argent, donc c'est bon, et que vous aviez des stupéfiants sur vous, ça prouve bien que vous ne vendiez pas, mais que vous étiez acheteur. Mais alors, du coup, je résume, facture iPhone, MediaMarkt, le mail pour votre formation, et la composition de ménage. Ça va ? Ok. Et puis on est bon. Et puis on s'arrangera pour l'audience, pour mes honoraires. Quoi. Ouais, je sais pas, mais je vous dois. Ouais, je sais. Il y a des clients, on sent qu'on va jamais les revoir, mais vous, ça va. Je vous ai une fois sorti des embrouilles.
Donc je sais que de toute façon, je vais vous revoir. Enfin, pas pour des embrouilles, mais je sais que vous êtes réglo, donc ça va. Moi, j'ai confiance en vous. Donc ça va. Moi aussi, j'ai confiance en vous. Ça va, heureusement. Je vous libère. Merci beaucoup. Ouais. Hop. Tenez-moi au courant lundi, mardi, et de toute façon, jeudi matin, moi, je suis là. Ça va ? Rentrez bien, hein, salut. Vous pouvez vous mettre... moi, je suis là, vous pouvez vous mettre ici. Comme ça, on respecte bien les distanciations. Mais en fait, votre frère a été mis sous observation. Alors, il y a eu un incident, et apparemment, de ce que j'ai compris, donc, il s'est présenté lui-même à l'hôpital en disant « ça va pas, j'ai envie de faire du mal à ma mère, j'entends des voix, etc. » Et ça, c'était fin décembre 2020. Et là, on l'a mis en observation. Donc, le parquet a intervenu, ils l'ont mis en observation pour 40 jours. Et après, ils l'ont fait sortir le 11 janvier, donc, 11 jours après. Et moi, ce qui... 10 jours avant les faits. Ouais, 10-15 jours avant les faits. Et donc, moi, je suis désolée, mais j'ai ici une attestation du médecin en chef qui dit « absence évidente de dangerosité tant pour lui-même que pour autrui ». Alors, sachant qu'après, il a tapé avec un tisonnier sur le crâne de votre mère et qu'elle est toujours dans le coma depuis février. Absence totale de troubles du comportement. Alors que ça fait 20 ans qu'il s'est diagnostiqué. C'est ça, il a passé la moitié de sa vie en institution. Pour moi, au moins alerter l'hôpital, au moins alerter, c'est le minimum, hein, parce que là, ça va pas du tout. En fait, c'est dangereux, je trouve ça même dangereux pour s'ils font ça avec tout le monde. J'ai du mal avec le fait de rien faire, parce que je trouve ça trop gros. Oui, moi aussi. Parfois, je suis révoltée par l'injustice. J'ai envie de me battre, mais je suis souvent rattrapée par la réalité. C'est compliqué de ne pas basculer dans les émotions et de garder la juste distance avec mes clients. Je vous dérange pas ? Tu es la bienvenue. Je vous avais raconté, c'est la mère qui a été frappée par son fils schizophrène. Ah mon Dieu. Oui. Et elle a été retrouvée dans la cave à moitié inconsciente. Et là, elle a été dans le coma pendant des mois. Et elle s'est enfin réveillée. Elle a les yeux qui s'ouvrent. Et elle sourit. Mais c'est tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle a quand même... Je pense que son hémisphère, je ne sais plus si c'est gauche ou droit, il y a une entaille de 4 cm de profondeur à cause d'un tisonnier. C'est les barres en métal. Il a tapé avec ça. Et donc, en lisant le dossier répressif, moi, je me suis constituée partie civile pour la fille. Et je lui ai dit que moi, ce que je trouvais hallucinant dans le dossier, c'est que 15 jours avant cet épisode, il a été à l'hôpital de son propre chef et il a demandé d'être interné. Et donc, ils l'ont interné, ils l'ont mis sous observation par le procureur, etc. pendant 10 jours. Et au bout du 10e jour, normalement, ça devait durer 40 jours, ils l'ont libéré. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas attaquer l'hôpital ? Parce que quand il a été à l'hôpital, et ça c'est dans le dossier répressif et ça a été donné aussi, il est mis « Monsieur a une schizophrénie paranoïde résistante ». Ça c'est un autre médecin qui a donné. Monsieur explique que sa mère le persécute et qu'il a envie de l'assassiner. Pendant l'entretien, monsieur demande qu'on l'aide à le faire. Moi, je trouve ça quand même un peu gros. J'ai l'impression qu'il y a quand même une responsabilité du médecin. Tu dois quand même être prudente à ceci, Laura, malgré tout l'intérêt que tu as pour ce dossier. Mais il faut quand même que ce que tu penses faire, il faut que tu sois mandaté. Tu comprends ? Oui, tout à fait. Mais sur le côté, une indignation qui nous prend dans tous les dossiers. Et heureusement que nous avons cette indignation parce que ça nous permet de bien plaider, de bien défendre. Mais ça ne peut pas être le seul moteur de ton action. Non. Donc, en fait, le moteur... Il a sans doute raison, mon patron. Il a de l'expérience et il est toujours de très bons conseils. J'ai souvent tendance à vouloir partir en guerre et il est toujours là pour me remettre les pieds sur terre. Bon, il y a toujours, même s'il a été horrible avec moi, parce que ça m'a quand même fait peur, hein, j'ai pas bien dormi. Parce que quand il me dit je vais écrire ton nom partout dans la prison, moi j'étais pas à mon aise. Il a été hyper violent. Il m'a même dit retourne sur les bancs de l'école, etc. Donc, par rapport à l'enregistrement
Ouais, je l'ai. Vous l'avez toujours? Ouais, mais je l'ai. Mais après, je vais pas déposer plainte. Enfin. Non, mais bon, gardez-le. Ouais, parce que si jamais il y a un problème chez nous avec un autre avocat. Présidente du bureau d'aide juridique. Voilà, moi ça me permettra quand même, je dirais, d'étayer le dossier pour alors lui notifier un refus, un retrait en fait d'aide juridique. De toute façon, il a dit dans l'enregistrement que je pouvais le faire écouter à tout le monde et qu'il s'en foutait. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout avec certains personnages de ce genre-là, mais il faut essayer de maintenir la distance le plus possible. Surtout ne pas parler de votre vie privée. Hein. Ça, il faut vraiment, il faut jamais faire ça. Ça ne les regarde pas. Vous êtes là dans un... Des clients agressifs, il y en a. Ils sont sous tension, ils risquent gros. On n'est jamais vraiment préparé à ce genre de situation. J'espère qu'avec les années, j'arriverai à mieux me protéger. Oui, bonjour, c'est Laura David à l'appareil. Je suis l'avocate en permanence. Oui, bonjour maître, bonjour. Écoutez, j'aurai plusieurs auditions pour lesquelles les prévenus demanderaient un avocat. Parfait. Mais j'ai pas encore d'heure de passage à vous indiquer, là, parce que là, je suis en pleine organisation. Mais je comptais vous appeler une fois que c'était plus clair. Ah bah parfait, vous avez mon numéro direct alors. Oui, bonjour, je suis devant le portail. Ah, c'est bon, quelqu'un va m'ouvrir, désolé. Merci. C'est à toi? Ok. Ouais, voilà, c'est bon. Maître, excusez-moi, je fais 20 000 choses en même temps et pourtant... Vous pouvez le faire venir. Hein, ça va, ok, ça va, entre deux choses. Entre deux, ça va? Pas de soucis, je m'adapte. Ça va, je l'attends. En gros, monsieur... Madame lui a amené des glaçons. Procureur du roi. Monsieur a voulu, selon les dires de la victime, mettre les glaçons dans la bouteille, ça rentrait pas. On est à ce niveau-là, maître. Il a essayé de les mettre dans sa bouteille, comme ça ne rentrait pas, il s'est énervé, il a commencé à me menacer à l'aide d'un couteau. Ils ont trouvé ça sur votre table. Sur la table, il y avait ce rasoir. Ce rasoir de barbier. Donc c'est à vous ça? Oui, c'est à moi. C'est un petit rasoir. Ouais, mais il peut faire des dégâts. Il peut faire des dégâts. Hein. Un hop comme ça. Et donc, en gros, si je comprends bien, vous n'êtes pas bagarré. Donc, non. Vous n'avez aucune situation stable. Vous avez des condamnations en veux-tu, en voilà. Vous en avez 4. Et vous n'avez aucune chance d'avoir les papiers du fait de vos antécédents. Donc, monsieur, j'ai envie de vous poser la question un peu naïvement, mais c'est quoi vos projets d'avenir, franchement? Vous êtes en train de perdre votre vie, monsieur, dans les prisons, dans les squats, dans la misère. Donc, monsieur, il est temps que vous mettiez ça dans la tête qu'en venant en Europe, vous avez fait la pire décision. C'est la pire décision de votre vie que vous avez faite, monsieur. En Europe, vous avez perdu votre santé, votre jeunesse et 14 ans de votre vie. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps, monsieur, de réfléchir à la situation la plus raisonnable pour vous? C'est-à-dire de penser à rentrer dans votre pays, monsieur. Il a peut-être menacé la serveuse, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que rien ne joue en sa faveur. Ni ses antécédents, ni son origine, ni sa situation. Il est sans domicile fixe et sans papier. Il est d'office perdant. Voilà. Bon, ben écoutez, je me tourne vers vous, maître.
je vais pas vous baratiner les choses, parce que de toute façon, on est tous au courant de la situation de monsieur. C'est vrai que pour les menaces, effectivement, il y a un problème. Il tenait simplement à qu'on regarde les images de surveillance, mais ça, je vous le dis en passant. Je vais le noter, hein. Je vous écoute. Oui, oui. Parce que je sais qu'il l'a aussi demandé à la police. Monsieur sait qu'il y a un problème avec son domicile, qui n'en a pas et qu'il est en situation irrégulière. Il a quand même un point de chute. Oui. À mon avis, il va y rester parce qu'il n'a pas d'autre endroit où dormir, simplement. Après, je sais aussi que pour un bracelet électronique, ça risque d'être compliqué parce que c'est pas son domicile. Mais ça, il le sait. Je lui ai dit. Donc, monsieur, voilà ce que je vais faire avec vous. Je vais vous libérer, monsieur, pour l'histoire avec le rasoir. Mais je vous convoque écoutez bien, je vous convoque au tribunal le 2 septembre. Voilà, monsieur. Donc, vous êtes libre. Donc, vous êtes libre et vous êtes convoqué au tribunal. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, monsieur, la mauvaise nouvelle, c'est que par rapport au jugement que j'ai donné à maître, donc le jugement pour lequel vous n'êtes pas venu en 2020, voilà. Donc, vu qu'il est exécutoire, moi, je vais le faire exécuter. Donc, j'ai établi ce qui s'appelle une ordonnance de capture. Donc, en gros, monsieur, vous allez en prison pour 18 mois. Vous l'envoyez où? Comme ça, je vais à Saint-Gilles. À Saint-Gilles. Vous pouvez lui dire? Donc, maître va venir le voir à Saint-Gilles. Enfin, l'autre bonne nouvelle, c'est que comme vous serez en prison le 2 septembre, je vais faire le nécessaire pour qu'on vous extrait de la prison. Donc, vous serez à l'audience, mais vous irez avec des bracelets, quoi, malheureusement. Lui faire croire qu'il est libre et l'envoyer quand même en prison, c'est violent. Même si le procureur ne fait qu'appliquer la loi. Pourra-t-il reprendre pied quand il sortira de prison? J'ai envie de croire que c'est possible. Je me demande bien comment va mon client depuis son incarcération. C'est quand même étrange cette histoire de glaçons et de rasoirs. L'audience est dans 2 jours. Il faudra que je sois convaincante pour tenter de minimiser sa peine. Normalement, j'ai pas de métal. Merci. Prison de Saint-Gilles. Oui, comme ça, maître le voit directement. Ça va? Ok, merci. Je l'attends, vous voulez que j'aille dans le parloir? Il va arriver, là. Ok, bah nickel. Alors, ils m'ont dit que c'était celle-ci, numéro 2. Hop là. Ça, c'est le dossier pour dans le bar, avec le rasoir, ok? Vous avez été auditionné 2 fois. Il y a une fois, c'était avec moi, avec le procureur du roi. Vous vous rappelez qui vous a dit « je vous libère » et puis il vous a mis en prison. Ouais. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas pourquoi. Ouais, mais parce que vous aviez été condamné à 18 mois plus 3 mois. Ouais, c'est pour ça. Et puis vous avez fait opposition, et maintenant c'est non avenu. Et donc je vous ai dit, maintenant il faut faire appel. Mais là vous voulez pas faire appel, parce que vous avez peur d'avoir pire. Et maintenant le 2 septembre... Donc le 2 septembre, ça c'est pas pour le 2 septembre. Mais donc pour le 2 septembre, vous êtes entre guillemets libre pour y aller, sauf que vous avez votre autre dossier, donc on va devoir vous chercher à la prison, etc. Mais en tout cas, pour ceci, vous avez pas mis... il vous a pas mis en prison pour ceci, ok? Alors, vous avez demandé dans votre audition de voir les caméras. Vous savez que depuis qu'on est passé devant le procureur, il s'est rien passé, hein. Ils ont... Enfin, je veux dire, c'est les mêmes pièces qu'avant. Ils ont fait aucun devoir. Le dossier, ici, il se base juste sur la serveuse qui a dit « Ah, il a fait ça. » Menteuse. Bah ouais. Ah, des menteuses. Bon, on va parler juste des solutions. Les solutions, c'est quoi? En soi, là, vous avez déjà un emprisonnement de 10 mois que vous aviez dans votre casier. Puis, il y a 37 mois, 4 ans, 18 mois, 3 mois. Donc, en fait... C'est quoi, ça? C'est votre casier judiciaire. Vous avez déjà vu votre casier judiciaire? Ah bon? Moi, je propose de d'abord mettre le doute sur les dires
si ça passe ou pas, demander l'acquittement en leur disant que, ok, juste parce qu'il y a des doutes, et que s'ils envisagent une condamnation, prendre en compte que votre condamnation ici est déjà très importante. Jeudi matin, audience. Ils vont venir vous chercher tôt le matin pour... Audience, tribunal première instance. Il y a des caméras. Et tout le monde sait qu'il y a des caméras dans ce café. Monsieur savait qu'il avait des caméras. Monsieur est un client régulier. Ça, on peut quand même le retenir. La serveuse le dit. Et l'autre pilier de bar, j'ai envie de dire, il est aussi tout le temps là et il dit que monsieur est un client régulier. Donc voilà. Est-ce qu'il était agressif ou pas ? Moi, je me réfère aux constatations de la police qui ne soulignent pas cette agressivité. Et donc là, on est un peu entre une victime qui malheureusement n'est pas là. J'aurais bien voulu qu'elle soit là pour nous expliquer quand même ce qui s'est passé, parce que avoir peut-être plus de détails. Et monsieur qui dit qu'il comprend pas et qu'il l'a jamais agressé. Alors certes, le port d'armes peut-être perçu. Alors j'essaye de voir toutes les solutions. Hein. Peut-être perçu comme une menace, parce que c'est vrai que moi, si on me met un rasoir devant moi, peut-être que j'aurais peur. Est-ce qu'il l'a sorti pour menacer ? Ça reste encore à prouver. C'est difficile d'accepter que sans domicile fixe et sans situation stable, on ait plus de chances d'être privé de liberté. Je fais ce que je peux, mais mon client devra purger sa peine de prison, quoi qu'il arrive, pourvu qu'elle ne soit pas prolongée. La prison, c'est rarement la bonne solution. Mon chemin pour devenir avocate a été laborieux. J'ai été la seule dans ma famille à entreprendre des études universitaires. J'ai persévéré et j'y suis arrivée. Je travaille beaucoup, je dors peu, mais jusqu'ici, je ne regrette rien. Je me sens vivante. Vous venez d'écouter Commise d'office Bruxelles. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office Bruxelles est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film, France Télévisions, la RTBF et Eclectic Productions. Cet épisode a été écrit par Olivia Barlier, réalisé par Anne Schiltz et Charlotte Grégoire. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.